vous apprêtez à écouter Connaissez-vous, le balado où l'on discute de handicap visuel. Et voici Martin Chouinard. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que tout le monde va bien. On est déjà rendu à la dernière émission du mois de mars de la saison 2021-2022. C'est incroyable comme ça passe vite, mais en plus, je viens de m'apercevoir qu'on commence le décompte pour les 10 dernières émissions de la saison, parce que oui, on est rendu à l'émission 191 et on va s'arrêter après l'émission 200. Donc, mais comme on dit par chez nous, ce n'est pas terminé tant que ce n'est pas terminé. Alors, il vous reste encore 10 entrevues avant la suite des choses qui n'est pas encore précise, comme je vous l'ai expliqué dans notre émission spéciale pour souligner les 5 ans de Connaissez-vous. Il y a quelques semaines, je vous ai parlé de mon autrice préférée, qui est Christine Brouillette. Je vous ai dit que je ferais la même chose avec mon auteur préféré, qui est Simon Boulris. Eh bien, c'est aujourd'hui que ça se fait et j'ai décidé d'utiliser un peu la même formule, c'est-à-dire que je vais vous lire la 4e de couverture de 2 livres, un que j'ai lu et l'autre que je n'ai pas encore lu. Alors, la première 4e de couverture que je vais vous lire, c'est celle du livre « Pleurer au fond des mascottes ». Pourquoi Simon sourit-il autant? Et que cache-t-il derrière ce sourire? Que camouflent les costumes de mascotte qu'il emprunte ou les masques qu'il revêt? D'où lui viennent cette légèreté, cette juvénilité? C'est à ces questions que Simon tente de répondre en revisitant l'arrivée lumineuse du théâtre dans sa vie. L'auteur se dévoile et se donne sans demi-mesure, avec une gravité qui prend aux tripes, mais avec le sourire. « Mais Simon, tu dis tout. Garde-toi une petite gêne pour l'amour. J'ai envie de tout dire. En fait, j'ai besoin de tout dire. J'essaie de mieux me cerner. J'ai l'air transparent, mais je suis insaisissable, comme une pile d'acétate. Formé en interprétation théâtrale au collège Lionel Groulx, Simon Boulris est un touche-à-tout épanoui. Chroniqueur radio et télé, il navigue également entre le jeu et la mise en scène. Surtout, il écrit du théâtre, de la poésie et des romans tant pour adultes que pour enfants. Parmi sa 50aine de titres, Simon a toujours aimé danser, Martine à la plage, Javotte, Edgar Payette, P.I.G., le dernier qui sort Éteint la lumière et L'enfant mascara. Ses œuvres sont traduites en 7 langues. Comme scénariste pour la télé, il collabore à la nouvelle mouture de Passepartout, en plus de signer tous les textes de la série 6 degrés, présentée à Radio-Canada en 2020. Donc, Pleurer au fond des mascottes, c'est sorti en octobre 2020 aux éditions Québec-Amérique. Voilà pour le premier livre. J'espère que ça va vous donner envie de le lire. Moi, j'ai adoré ça. Je vais sûrement même le relire éventuellement parce que des fois, des biographies, des fois, on peut le relire puis on découvre autre chose. Moi, je sais que Simon Boulris, ça va tellement dans tous les sens que c'est sûr qu'on peut échapper des fois des petits détails. Alors, voilà. Le deuxième livre dont je veux vous parler, ça s'appelle « Nous nous sommes tant aimés ». 30 ans après la fin de leurs études secondaires, 4 amis se concoctent un conventum personnel. Au mi-temps de leur vie, l'heure est au bilan. Leur amitié a-t-elle survécu? Le temps les a-t-il vraiment bonifiés?
Leur homophobie n'était-elle qu'un reflet de l'époque? C'est ce dont doute Maryse, la narratrice blessée de cette histoire qui, ado, aurait tant voulu être incluse dans le quatuor Tricoté serré. Un soir d'après-balle, en 1990, malmenée par ce clan à la fois lumineux et toxique, Maryse a vécu le moment le plus traumatisant de sa vie. Depuis le cinéma la cautérise autant qu'il assouvit ses fantasmes de vengeance. Mais comme ce serait doux de se venger pour de vrai, sans passer par la docile catharsis. Excusez. J'étais comme un peu embarqué dans la description du livre. Donc, ce livre, il est sorti en novembre 2021 aux éditions de ta mère. Alors, voilà pour ce qui est des 2 livres que j'avais à vous parler aujourd'hui. Je ne me souviens pas si je vous l'ai dit, sinon je me répète, ça m'arrive et je l'assume, mais il y a, je crois, que Pleurer au fond des mascottes, il est disponible en braille et en audio, et nous étions tant aimés, je crois qu'il n'est même pas disponible en rien. Nous sommes tant aimés, excusez-moi, je crois qu'il n'est même pas disponible en médias adaptés encore, mais persuadé que ça viendra. Aujourd'hui, notre invité, quelqu'un de très lumineux aussi, et vous allez voir que ça transparaît dans sa façon de nous parler. Je pense qu'on a un beau message à recevoir de sa part aujourd'hui. Gardez quand même le petit Kleenex pas trop loin, là. Petit conseil comme ça. C'est rare que je vous dise ça. Mais enfin, encore une fois, on va passer par toute une gamme d'émotions avec notre invité. Cette semaine, on discute avec Dominique Corbin. Encore une fois, cette semaine, la magie des réseaux sociaux a opéré parce que mon invité, il y a un peu plus d'une semaine, je ne le connaissais pas encore. Il ne connaissait pas non plus le projet Connaissez-vous, et il y a eu toute une circonstance, dans le fond, assez simple, mais assez efficace, qui a fait en sorte que maintenant, il connaît Connaissez-vous. Il a déjà écouté plusieurs épisodes et maintenant, il participe lui-même. J'accueille aujourd'hui Dominique Corbin. Tout d'abord, bonjour Dominique. Bonjour Martin. Et merci pour tout ça. Hein? Merci. Ça fait plaisir. Là. Je suis content je suis content de venir donner mon petit grain de sel à ton podcast. Là. Ça a été une belle découverte pour moi, là, ton podcast, malgré que ça fait 4 ans que tu enregistres des épisodes. Moi, comme tu disais, ça fait une semaine là, que j'ai compris que ça existait. Fait que je suis très, très enthousiaste de faire le tour de tous tes épisodes. Moi, je dirais l'aspect du projet actuel, c'est la phase 1, hein, c'est de placer beaucoup d'invités, beaucoup de contenu, puis après ça, de faire en sorte que ça fasse son œuvre, hein, que les gens le découvrent, les écoutent, les partagent et tout ça. Mais c'est exactement, dans le fond, comme ce qui t'est arrivé que je souhaite le plus possible. Hein, c'est que les gens... oui, puis c'est ça fait, il y a du bouche à oreille qui se fait. Les gens, vont apprendre à le connaître, le podcast, pour ceux qui le connaissent pas. Puis ça t'apporte à plein de trucs. Là. Tu sais, moi, j'ai découvert plein de trucs. Là. J'ai écouté peut-être 25 épisodes à date. Hey, quand même. Sur les 180, mais ouais, parce que j'écoute beaucoup. Je suis un grand consommateur de podcasts. Là. J'adore les podcasts. Puis là, je suis tombé sur un podcast, dans le fond, par un ami là, qui avait fait le podcast. Puis ça m'a ouvert ça. Là. Je me disais, wow, là, tu sais, c'est quelque chose que j'adore, là, tu sais, les podcasts. Puis là, j'ai un podcast qui me rejoint beaucoup. Là. C'était le but du podcast. Ouais. Le but avec moi, il est atteint. Il est atteint, c'est ça. Je fais partie de mes entraînements, de mes marches, là. T'es dans mes oreilles souvent. Et en plus, je sens qu'on va passer par plusieurs gammes d'émotions aujourd'hui en t'écoutant parce que ça va amener beaucoup, je crois,
au contenu justement que j'essaie de rendre disponible. Mais on va arrêter de me lancer des fleurs. Ouais. Puis non, mais regarde, juste si on peut le dire, regarde, ton podcast, en tout cas, on va chercher beaucoup d'informations. En tout cas, moi, j'en découvre beaucoup de choses, là. Fait que je pense que c'est un service que prend beaucoup de gens de mettre ça en ligne, puis que les gens puissent aller chercher de l'information, des témoignages des gens. Tu réalises que t'es pas tout seul dans ce que tu vis, qu'il y a plein de gens autour de toi que tu connais pas, qui vivent les mêmes choses. Fait que ça t'amène à c'est ça, qui vivent les mêmes choses. Puis comme on disait aussi un peu au début, il y en a beaucoup qui vivent beaucoup de solitude aussi. Hein, c'est ça, l'isolement. Fait que tu sais, avec le podcast, tu te rends compte que t'es pas tout seul. Puis juste de l'écouter, tu sais, juste d'écouter le podcast, ça fait du bien. Ça fait du bien. En tout cas, moi, ça me fait du bien. Bon, en tout cas, on va souhaiter que de plus en plus de gens le découvrent et écoutent les entrevues. C'est ça mon salaire en réalité, hein, parce que c'est un projet bénévole, c'est un projet que je fais depuis 5 ans maintenant que je fais parce que j'ai le goût de le faire et que ça m'apporte quelque chose de le faire. Ouais, j'imagine. Il y a beaucoup de travail en arrière de toi, de ton équipe, là. Je veux dire, c'est beaucoup. C'est un travail de longue haleine, mais en tout cas, on en est ici, là. Il y a plus de travail que ce que je pensais au départ, là. Mais enfin. Mais 4-5 ans après, je veux dire, en tout cas, c'est une belle réussite, là, pour moi, en tout cas, là, qui l'écoute, c'est vraiment une belle réussite. C'est vraiment quelque chose qui m'est utile, là, puis qui me fait du bien, puis que, c'est ça. On se trouve à trouver notre compte à travers tout ça, là. C'est divertissant aussi, tu sais. Bon, ça apporte plein de choses positives, alors oui. Tant mieux. Hey, mais maintenant, revenons à toi, Dominique, parce que, comme je le disais, hein, commençons, là, au lieu de répéter. On tourne? On tourne! Pas une histoire courte, moi. Oui. Je sais que tu demandes toujours la première naissance et le lieu. C'est toujours la première question que tu lances. C'est ça. Moi, je suis né le 27 juin 1974. Je suis né à Montréal. J'ai grandi les premières années de ma vie, ça a été, je suis né à Montréal-Nord, en particulier. Fait que j'étais un gars de Montréal-Nord, là, jusqu'à mes 15 ans, là, 14-15 ans, là, j'ai habité Montréal-Nord. Fait que, moi, j'étais l'enfant, j'ai un frère et une sœur, un frère plus vieux de 2 ans, et une sœur plus jeune de 4 ans. Fait que j'étais l'enfant du milieu. Oui. Celui qui résout les problèmes des autres. Mais non, c'est ça. Fait que j'ai une belle enfance. Je peux dire que moi, mon handicap visuel, c'est la rétinite pigmentaire. C'est-à-dire la maladie que j'ai, c'est la rétinite pigmentaire. Mm-hmm. Mais cette maladie-là, moi, je l'ai pas eu. J'ai pas eu de conséquences à ma naissance. Des fois, il y en a qui vont avoir les troubles à la naissance. Moi, ça s'est développé plus à l'âge de 14 ans, que 13-14 ans, là, que j'ai consulté pour les problèmes. Là, je voyais que j'avais de la difficulté là dans certains moments, comme souvent c'est la cécité nocturne, là, que les gens vont avoir les premiers symptômes. Moi, je l'avais là, tu sais, mais à ce moment-là, je ne savais pas que c'était ça. Puis c'est ça là aussi. Moi, je jouais au hockey quand j'étais jeune. Puis là, c'est ça, tu sais, le monde dit hey, la rondelle est dans tes patins. J'avoue pas. Parce que là, ça attaque les champs visuels. Fait que à ce niveau-là, j'avais des difficultés qui avaient commencé vers l'adolescence. Est-ce que tu dirais que c'était vraiment ça les premiers signes que toi t'as perçus quand tu... Les premiers signes, c'est vraiment la cécité nocturne parce que puis c'est avant moi je te dirais avant l'âge de 13 ans parce que je me souviens très jeune là, tu sais mettons 5 6 7 ans, on allait mettons comme des fêtes de la Saint-Jean, ces trucs-là, tu sais avec les feux d'artifice, puis je me souviens que les jeunes avec qui j'étais, tu sais, tu cours à travers le monde, tu sais, quand il fait noir. Moi, j'étais pas capable de les suivre. Okay. Mais je me disais, probablement que tu fais moins game que les autres, là, tu te mets tes propres limites, mais tu sais pas que c'est ça que tu vis, tu sais, que toi, t'as un problème visuel. Tu sais pas exactement c'est causé par quoi. Qu'est-ce qu'il y a, mais tu te dis, OK, moi, les courir dans le bois, c'est moins ma tasse de thé. Fait que, tu sais, t'es un petit peu plus restreint, tu vas naturellement te restreindre à ce que tu vois là, fait que à ce niveau-là, j'avais cette sensation-là, mais
vraiment à 13-14 ans, là, c'était vraiment le champ visuel qui a été atteint là, assez drastiquement. Fait qu'à partir de là, ben, ce qui est arrivé, c'est que là, mes parents avaient pris un rendez-vous en ophtalmologie. Puis moi, mais dans le fond, dans ma famille, la rétine pigmentaire, c'est souvent relié à un trouble héréditaire. Puis moi, dans ma famille, j'avais mon grand-père du côté de ma mère, le père de ma mère, qui était atteint de rétine pigmentaire, lui, dans sa vie. Mais moi, je l'ai pas connu parce qu'il était décédé quand je suis né. Mais lui, il avait un handicap qui était relié à ça. Fait que il y avait une possibilité que ce soit ça. Fait que ma mère, on était passé des tests là, à Sainte-Justine, puis on a finalement découvert. Ouais. C'est ça, parce que vu qu'il y en avait dans ta famille, on s'en doutait peut-être un peu. C'est ça, que ça pouvait ressembler à ça, là. Fait que, puis ben c'est ça, là. Fait que là, finalement, là, après avoir passé quand même une belle enfance, là, à Montréal-Nord, j'ai eu beaucoup de plaisir, là, à jouer avec mes amis quand j'étais jeune. Mais là, finalement, ça m'a frappé, là, vers le début de l'adolescence, là. J'ai commencé là à moins voir. Puis là, j'ai eu le diagnostic là, finalement avec le docteur Jacob, je pense, à l'époque. C'est le docteur Jacob qui m'avait dit que j'étais atteint de rétine pigmentaire. Puis à l'époque, ben, tu sais, moi, du haut de mes 14 ans, je m'étais fait dire, ben, écoute, cette maladie-là, on ne sait pas, dans le fond, comment ça va se développer, tu sais, parce que ça peut avoir un développement rapide comme lent. Mais, tu sais, ils m'ont dit, ben, il y a rien à faire. Puis, dans le fond, tu peux perdre la vue, tu sais, dans 6 mois comme dans 6 ans, on ne sait pas. Fait que ça m'avait vraiment, vraiment affecté, là. J'avais trouvé ça vraiment difficile de me faire dire ça. Et puis, on s'entend que j'imagine 6 mois, 6 ans, dans les deux cas, c'est trop. Ouais, ben, c'est ça. Non, ben, c'est parce que là, tu vois ton avenir, là, tu sais. C'est ça. Comment je vais vivre? Qu'est-ce que je vais faire, moi? Ça va être quoi mon avenir, tu sais? Fait que tu te remets en question, là, tu sais, puis là, c'est ça, au début, ben... 14 ans qui est déjà pas une période facile, là. Non, c'est ça, t'es dans ton adolescence, fait que déjà que t'es en recherche d'identité, tu sais. Puis là, tu te fais dire, ben toi, tu vas être handicapé, ça va être ça ta vie, tu sais, tu vas avoir un handicap. Fait que je l'ai pas trouvé drôle, là, tu sais, les premiers soirs là, quand j'ai eu la nouvelle, là, je pleurais beaucoup, là, tu sais, Et tes parents aussi l'ont un peu mal pris quand même? Ouais, ben comme je te disais, ma mère, elle a vécu cet handicap-là parce que son père était atteint de ça. Son père, que lui, était complètement aveugle à 40 ans. Puis ce qui était arrivé, ce qui était dramatique un peu dans l'histoire, c'est que mon grand-père, lui, il était aveugle, puis il voyageait en autobus nécessairement. Puis lui, quand il arrivait de l'autobus, le soir de travailler, il traversait la rue. Il fallait qu'il fasse un boulevard pour s'en aller chez eux. Fait que là, c'était souvent ses enfants qui allaient le chercher l'autre côté de la rue, pour l'aider à traverser la rue. Puis finalement, un fameux soir, je pense que c'était en septembre, c'était une journée qui neigeait, qu'on m'a raconté. Là. C'était une journée qui avait une genre de tempête de neige. Fait que tu sais, le son, il assourdit un peu quand tu... Oui, le son est modifié. Ouais. Mm-hmm. Le son modifié, tu sais. Fait que il avait traversé la rue, ma mère avait pas été le chercher ce soir-là, là, avait comme oublié là que fallait qu'elle aille chercher son père. Puis il s'est fait frapper en traversant la rue. Fait que il est décédé là de suite de cet accident-là. Fait que ma mère, ça l'a beaucoup, beaucoup marqué. J'imagine qu'elle s'en est voulu là, souvent, là, tu sais, le fait que son père soit décédé, là, c'est qu'elle était pas là, son père soit décédé. C'est sûr qu'en soi, c'est un incident tragique. Ouais, c'est ça. Et en là, plus, ben, c'est ça. Là, ça, toi, t'es atteint de ce problème visuel-là, donc c'est automatiquement pas rose ce qui s'annonce pour toi. Non, elle revit ça, tu sais, c'est sûr que ça y a fait pour le moment un choc, là, aussi grand que moi, tu sais. Puis je me souviens quand j'avais eu le diagnostic, ben on s'en retournait à la maison. On avait une grosse journée cette journée-là, passer tous les tests. Puis maman pleurait là, tu sais, dans l'auto. Fait que, tu sais, moi c'est sûr que ça me brisait le cœur là, tu sais. J'avais l'impression que bon, ce qui m'arrivait, j'étais comme responsable un peu aussi de ça, tu sais, même si c'est pas le cas, tu sais, mais t'es comme la source de son malheur un peu. Là. Puis là, mon père avait trouvé ça difficile aussi. Mon père disait, ben, on panique pas, mais il paniquait, ça me le disant. Mm-hmm. Fait que, non, ça a été difficile à ce moment-là. Puis, ce qui est arrivé, c'est que, là, comme je te dis, là, j'ai une période sombre, dans le déni de cette maladie-là. J'acceptais pas. Puis, j'étais quand même fonctionnel à l'époque. Tu sais, j'allais à l'école, mais j'étais en secondaire, mais j'étais fonctionnel, tu sais. Puis, je le disais pas que j'avais la maladie, tu sais.
je le disais pas aux gens que j'avais un handicap visuel, tu sais. OK. C'est que là, dans les cours, ça paraissait pas? Tu le disais pas, ça paraissait pas? Je le disais pas. Mais là, j'ai comme tombé en hypervigilance, par exemple, tu sais, parce que là, tout était plus difficile. Je calculais tous mes trucs, là, tu sais, me rendre là. Tu sais, dans les couloirs, il y a beaucoup de monde, tu sais. Fait que là, j'étais comme en hypervigilance tout le temps, moi, là, tu sais. Puis je vivais ça, là, seul dans mon coin, là. Puis à cette époque-là, ben, ils m'ont donné un professeur itinérant qui venait pour faciliter toutes les facilités qu'il faut avoir. C'est ça, exactement. Puis, mais là, moi, je refusais, tu sais. J'étais comme dans le, non, je veux pas de service. J'étais dans le déni, là. Fait que je prenais pas les services. Fait que cette personne-là, pour monsieur qui venait me voir, ben, il se passait pas grand-chose avec moi, là. Il y avait pas une grosse communication, tu sais. J'étais vraiment fermé à ça. Mais par contre, je réussissais très bien à l'école. Tu sais, j'ai toujours été bon à l'école. Tu sais, c'était pas, tu sais, je réussissais bien, je réussissais à lire, je réussissais à écrire. Fait qu'à ce niveau-là, puis les notes étaient là. Tu sais, tu voyais au tableau, tu sais, je sais. Tableau, non, mais j'étais beaucoup auditif aussi. Je prenais beaucoup de notes. J'étais quelqu'un qui prenait beaucoup de notes. Tu sais, comme je te dis, c'était moi, l'école c'était vraiment facile. J'étais vraiment bon à l'école. Des concours là, de mathématiques, des concours de style de ça. J'étais vraiment bon. Fait que à ce niveau-là, moi j'écoutais, puis je prenais beaucoup de notes, puis c'était drôle parce que la façon que j'étudiais, que j'ai toujours fait là, pendant mes études, c'est que je prenais beaucoup de notes, mais j'écrivais mal. J'étais un gaucher qui écrit mal. Fait que là, t'es gaucher? OK. Ah ouais, je suis gaucher en plus. Okay. Fait que je prenais beaucoup de notes, mais ce qu'il fallait que je fasse le soir, quand j'arrivais chez nous, il fallait que je transcrive mes notes au propre. Parce que c'était pratiquement illisible. Fait que je me souvenais du cours. Puis là, en transcrivant mes notes, j'étudiais comme ça. Fait que j'avais pas besoin d'étudier. Je faisais juste retranscrire mes trucs. Ben oui, mais il paraît que c'était quand même un truc excellent, ça, là, de réviser ses notes. Puis, c'est ça, je faisais ça, moi. Puis j'avais une bonne mémoire aussi, là. Tu sais, je veux dire, j'étais bon à l'école, c'est pas nécessairement un signe d'intelligence, dans le sens que j'avais une bonne mémoire, tu sais, je réussissais bien. Si on remarque bien ce que j'ai dit, moi, je faisais pas ça. Hein. Moi, je lisais pas mes notes le soir. Mais moi, c'est ça qui m'a sauvé quand même. Puis, comme je te dis, j'avais une facilité là, académique. Fait que là, c'est au secondaire. Ben en plus, quand ça s'est arrivé, j'ai déménagé. Je suis parti de Montréal-Nord vers ces âges-là. Fait que je suis arrivé dans une nouvelle polyvalente. Fait que là encore là, ben là, j'ai tenu ça mort, tu sais. À l'école, j'en parlais pas à personne. Il y avait le seul contact que les professeurs étaient au courant à cause du professeur itinérant, mais sinon, il y avait hâte de pas m'en parler. Fait que personne m'en parlait. Puis chez nous, ben c'était un sujet qui était sensible. Là. On n'en parlait pas de ma maladie à la maison parce que c'était souffrant. C'est ça ramenait beaucoup de... C'est ça. Fait que, autant sur mon côté à moi que sur le côté de mes parents, c'était douloureux comme sujet. Fait que c'était comme on n'abordait pas trop le sujet. Là. Fait que je faisais comme si je vivais une vie normale. Puis ben c'est ça. Là, le temps que j'étais à l'école secondaire, ça a été ça. Là. J'ai réussi quand même à réussir tous mes trucs de secondaire avec des très bonnes notes, avec même des bourses d'études, là, tu sais, parce que j'avais des bons résultats. Puis j'étais dans des classes aussi. Moi, j'étais dans des classes, dans le temps, il y avait ça la douance. Fait que je me ramassais dans des classes avec les meilleurs, comme si tu veux, de l'école. Comme les enrichis, là, un peu, là. Ouais, un peu comme les enrichis. Tu sais, ils prenaient comme les meilleurs comme là, ils prenaient les meilleurs de plusieurs écoles, puis ils faisaient un groupe, tu sais, comme les doués de la commission scolaire. Fait que là, ça amenait beaucoup de projets. Fait que, mais c'était des classes qui on suivait toutes en classe. Fait que ça m'a facilité aussi la vie dans le sens que j'avais un petit groupe. Tu sais, j'avais pas à changer de classe à chaque cours. C'était vraiment, on suivait tout. Là. Fait que ça, c'était intéressant. Ça m'a aidé aussi. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, à la fin de mon secondaire, ben, entre ça, ben, mes parents avaient entendu dire que pour la rétine pigmentaire, il y avait un traitement qui se donnait, qui était à Moscou, dans le temps. OK. Fait qu'en 91, on est parti, je suis parti avec ma mère. On a été 3 semaines à Moscou. C'est tes parents qui avaient entendu parler de ça, puis eux, c'était clair, on y va, là, on le fait. Ouais, parce que là, c'était un espoir, tu sais. Moi, j'avais beaucoup d'espoir, tu sais, puis mes parents aussi, à quelque part. C'est ça, puis il y en a quand même pas tant de l'espoir, là, des fois, dans ces choses-là. Non, ben c'est que tu te fais dire, ben là, peut-être un petit peu plus aujourd'hui, là. Mais, tu sais, dans le temps, il y a rien à faire.
C'est ça. C'est comme, apprends le braille, suis tes cours de canne, fais tes trucs pour pouvoir être fonctionnel. Fais avec. C'est ça. C'est fait avec, mais va te chercher des outils. Va t'outiller pour ça. Mais ce que moi, je faisais pas, là, à l'époque. Fait que moi, je vivais plus dans le déni, puis j'allais plus vers, on va peut-être avoir une solution, tu sais. Fait que on est parti en 91 à Moscou, avec un groupe de gens qui avaient tout atteint de la rétine pigmentaire. OK, c'était plusieurs personnes. Ouais, c'était un groupe qui s'était formé, une genre de fondation, que les gens avaient appris ça. Fait que je suis pas parti tout seul. On est parti, on était une vingtaine de personnes atteintes. Qui allaient avoir le on allait avoir le traitement. Okay. On allait là pour le traitement. Mais ici, on se faisait dire par les ophtalmologues de l'époque que, c'était pas nécessairement quelque chose là, qui valait la peine, mais le Canada prônait pas vraiment ça. Non, ils recommandaient pas ce traitement-là parce que les autres avaient pour leur dire, écoute, s'il y avait quelque chose qui existe à travers le monde, tout le monde serait au courant, puis dans le fond, on sauverait, on sauverait, mais on traiterait tous les gens à travers le monde. Pourquoi qu'ils n'auraient pas leur recette de miracle, tu sais. Fait qu'à partir de là, je me suis ramassé là. Là, c'était des traitements, là. Les traitements consistaient à avoir des injections dans les yeux. À chaque jour. Fait que pendant 21 jours, à chaque jour, t'allais le matin à la clinique d'œil là-bas. Puis là, t'avais 2 injections dans les yeux, une dans chaque œil. Puis 2 injections dans le fessier aussi, dans le muscle fessier, là, t'avais une injection aussi là, à chaque jour. OK. À chaque jour. Ouais, à chaque jour, t'allais là le matin, puis après ça, t'avais ta journée libre. Tu sais, fait qu'on allait suivre notre traitement le matin. Puis l'après-midi, on visitait, puis on voyait différentes choses. OK, ça que vous restiez pas dans cette clinique-là en tout temps. Non. On allait à la clinique seulement le matin, puis ou à l'heure du dîner, tu sortais. Fait que t'étais comme en voyage un peu. Ça a été intéressant aussi à ce niveau-là. Mais question comme ça, là, des piqûres dans les yeux, moi, ça me fait pas envie du tout, là, mais. Non, mais moi non plus. Mais, tu sais, quand tu ressors de la clinique, là, y avait-tu des effets? Est-ce que ça te... Oui, tu vois, regarde, ce que ça faisait quand tu te faisais piquer, là, c'est que ton œil, parce qu'il ne piquait pas dans l'iris, là, c'est vraiment dans le blanc de l'œil, là. Sur le côté, là, il piquait. Puis là, ce que ça faisait une balloune. Ça gonflait ton œil. Ça faisait gonfler ton œil pendant, mettons, 1 heure ou 2. OK. Mais ça donnait une vision brouillée pendant, mettons, 1 heure ou 2. Le temps que j'imagine, l'œil absorbe le médicament. Ce qu'ils ont injecté, là, ouais. Ouais. Fait que là, on partait, là, on avait un petit peu de misère pour la première heure, là, ou les 2 premières heures. Fait que, on sortait de là. Puis, mais après, ça se replaçait. Après ça, on s'était placé. Fait que jusqu'au lendemain, le lendemain, c'était la même. Ouais, ça recommençait. Puis, tu dis, les piqûres, tu sais, c'est pas super, là. Surtout dans les yeux, là, c'est une place quand même assez sensible. Puis je me souviens, la première fois que j'ai eu ma piqûre, j'étais pas, ça me tentait pas trop quand même. J'étais pas trop game. Puis la première injection que j'ai eue, puis là, ça parle juste russe, là. Les médecins, ça parle russe. Mais t'as un interprète avec toi, mais là, j'avais ma mère qui était là, mais qui était plus nerveuse que moi, tu sais. Puis là, le médecin était venu pour me piquer, puis j'avais bougé l'œil. Mais elle s'était mis comme à crier un peu. Puis là, ma mère, pour me rassurer, elle m'avait dit, là, arrête de bouger, sinon on va te crever un œil. Fait que là, j'avais, OK, maman, merci de m'encourager, de me rassurer. Fait que ça a été ma première journée, mais après ça s'est placé. Là, j'ai pris sur moi, tu sais, je savais que j'étais là, que ça coûtait cher, puis que je m'en sauverais pas. Fait que Là, je peux pas m'empêcher de poser la prochaine question, là, mais dans les fesses, c'était-tu moins pire? Dans les fesses, non, c'était pire. Ça faisait mal, ça aussi. Écoute, c'est parce que les injections dans les yeux, c'était des petites aiguilles, là, un peu comme les gens qui ont des seringues diabétiques, là, des petites aiguilles. OK. C'était pas des aiguilles énormes, là. Mais dans les fesses, puis ces aiguilles-là, les petites aiguilles, c'est nous autres qui fournissaient. On avait été à la pharmacie chercher les seringues. OK. Ouais, parce que ça, c'était nous autres qui fournissaient. Mais dans les fesses, c'était autre chose, c'était des grosses aiguilles qu'eux autres avaient. C'était des bons... C'était des bonnes aiguilles. C'était long, comme l'injection, je dirais comme quasiment une minute, là, parce qu'il y avait beaucoup de médication, fait qu'il allait tranquillement. Fait que ça, c'était pas, t'étais debout, puis c'était pas agréable, là, mais tu fais, à un moment donné, là, tu fais comme, moi, j'ai pas le choix, tu sais. Puis, non, ça avait été toute une aventure, ça. Puis la fin de semaine, en plus, qu'est-ce qui était drôle, c'est que la fin de semaine, les médecins qu'on avait la semaine, la fin de semaine, ils étaient en congé nécessairement, tu sais, ils avaient leur congé. La fin de semaine, ceux qui venaient de piquer,
C'était les gens de l'armée, des médecins de l'armée. Fait qu'ils arrivaient, tout habillé en soldat. Ah, ouais. Leur habit de soldat. Fait que le médecin, c'était un soldat, il arrivait, puis il piquait. Ça doit faire drôle. Ah, c'était drôle. Puis la place où on était, en plus, la clinique, c'était un ancien lieu du KGB. C'était des anciennes cellules du KGB. Fait que c'était toute l'atmosphère de ça, là, qui était drôle. Dans le plancher, tu avais le signe du KGB là, dans le marbre. Fait que c'était un peu spécial, mais écoute, j'ai bien aimé quand même mon expérience. Un coup que j'ai fait le premier voyage de 3 semaines, on m'a dit, ben là, ce qu'il nous disait, finalement, c'était pas qu'il nous guérissait, mais qu'il stabilisait la maladie, qu'il arrêtait la progression. OK. Fait que là, je me disais, ben écoute, s'ils peuvent arrêter la maladie, déjà, ce que j'ai encore, je vais le garder. Je vais vivre avec, là, je suis content, tu sais. Mais là, finalement, ce qu'on s'est fait dire, là, là, on m'a dit, dans 6 mois, tu reviens. Mais, excuse-moi, Dominique, est-ce que le discours avait changé ou si... Ben, je pense que c'est des mauvaises communications, tu sais, à partir il y a quelque chose qui existe, on va te guérir, mais rendu là, ils nous ont pas fait des accroires de dire, ben, on te guérit pas, là, on stabilise. On stabilise la maladie, c'est qu'elle progresse plus. Fait que ça, je veux dire, déjà là, c'était comme mieux que rien. Tu sais, si tu me dis, ben, ce que t'as là, t'en as moins, mais tu vas le garder. Tu récupéreras pas, mais tu perdras non, c'est ça. Ben, il me disait que quand il avait fait les tests, il disait qu'il y avait une certaine progression, mettons, de 7%, mais moi, je l'ai pas remarqué trop, là, tu sais. C'était pas significatif, là. Tu sais, selon leurs tests à eux, ils disaient ça, mais écoute, ça m'a pas comme, je suis pas parti de wow, avec un champ visuel, là, extraordinaire. Tu sais, dans ce là j'étais à moins de 30% à 30 degrés, là, de champ, là. J'étais aveugle légal, qu'on appelle, là. Mais, fallait que tu retournes 6 mois après. Ouais, c'est ça, là, l'idée, c'était, ben, là, de nous dire, si dans 6 mois, tu reviens pour la suite du traitement. Fait que là, on s'est dit, OK, on va faire, là. On s'est dit, ben, OK, on revient. Fait que là, c'est le 6 mois d'après, préparer le voyage. Mais là, on était déjà moins. Le groupe, là, avait beaucoup diminué. On était juste rendu 6. Parce qu'il y avait des coûts énormes à tout ça, là. OK, c'est qu'il y en a qui n'ont pas poursuivi, là, qui ont pas non, il y en a qui n'ont pas poursuivi, qui ont été déçus parce qu'il y a bien des gens qui arrivaient là qui avaient quasiment plus de vision. Tu sais, qui avaient déjà une rétinite avancée. Puis eux autres, ben, il n'y avait plus rien déjà à faire. Là. Il y avait vraiment... Il y avait rien à gagner, eux autres. Fait qu'ils ont décidé de se faire. Puis là, ben, tous les coûts qu'il y avait reliés à ça. Ben oui. C'était quand même dispendieux, tu sais, le traitement, le voyage, l'hôtel, puis tout. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que 6 mois après, moi, j'y ai retourné, tu sais. À ce moment-là, j'étais rendu au cégep. J'avais été durant la relâche scolaire, au mois de mars. Puis là, je me suis fait dire, ben, au deuxième traitement, ben, ça va bien, même traitement. Sauf que tu reviens dans 6 mois. Comment je reviens dans 6 mois? Ben, on te stabilise, mais pour 6 mois. Ah, OK. Ah, mon Dieu, c'est pas la même. Ça que c'était comme rendu... Tu vas passer ta vie là. Tu vas venir à chaque 6 mois, tu vas venir nous voir pendant 3 semaines. Ça n'a pas de bon sens, ben oui. Fait que là, on s'est dit, ben non, là, ça n'a pas de sens. Là, ça a été là que ça s'est arrêté pour toi. Ça s'est arrêté là. Mais sauf que je me disais, bon, ben, tu sais, ce que j'ai fait, pas perdu, dans le sens que peut-être que ça va faire un bout avec ça, tu sais. Puis si ça m'a peut-être aidé dans mon évolution de maladie, dans le sens qu'aujourd'hui je vois encore, c'est-tu ça, c'est-tu pas ça, on ne saura pas. C'est difficile à... C'est ça. Mais on peut quand même dire que ça peut... Ben, ce que je peux dire de ça, c'est que je l'ai essayé. Ça m'a sûrement fait du bien dans mon évolution en tant que personne. Tu sais, je veux dire, ça, même si c'est placebo, quelque part, j'ai été content de le faire. Puis, ben, j'ai fait des beaux voyages aussi, là. Tu sais, ces 2 voyages-là, j'ai vu plein de choses, là. Tu sais, j'ai visité, là. C'est ça, tu as eu le temps de visiter. Ah oui, ça, j'ai visité beaucoup, tu sais, j'étais à plein de places, là. Puis, c'est comme la Place Rouge, tous ces trucs-là, là. Tu sais, c'est, Moscou, là. C'est vraiment une belle ville à visiter, là. Puis, dans ces années-là, ben, c'était la fin de Gorbatchev, c'était Boris Eltsine qui était là, dans le temps, là. Il était encore dans la fin de, non, je pense qu'il était encore, il était encore des communistes à ce moment-là. Fait que c'était différent aussi. Il y avait on voyait, il y avait beaucoup de files d'attente dans les magasins, les gens attendaient. C'est comme on avait été au McDonald's, il y avait du monde là, il y avait, je pense, 500 personnes qui attendaient, d'autres on passait en avant de tout le monde. C'était vraiment impressionnant. Puis, mais il m'était arrivé bien des anecdotes là-bas, mais une en particulier, c'est qu'à un moment donné, j'étais sur la Place Rouge, en visite. Tout un après-midi, on dit, on va aller visiter la Place Rouge.
Puis là, ils appellent ça le Goom. Ça se trouve être un grand magasin sur la Place Rouge, là. Puis le toit est tout en verre. Là. C'est vraiment beau. Puis c'est vraiment architectural. Là. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Puis à ce moment-là, il y avait beaucoup de marchés noirs. Ben, encore aujourd'hui, là, mais dans ce temps-là, il y avait beaucoup de marchés noirs. Puis nous, la monnaie là-bas, c'est le rouble. Puis ben là, il fallait que tu changes tes dollars américains en roubles. Mais les banques étaient pas ouvertes souvent. Il y avait souvent des pénuries, je sais pas pourquoi, mais tu sais, le système était défaillant. Fait que il y avait des banques, mais c'était dur à aller changer de l'argent. Fait que puis quand tu allais à la banque, t'avais pour $1 américain, tu avais 32 roubles. OK, en conversion, là. Fait que ça, c'était correct. Mais là, Mané, en se promenant dans le monde t'aborde, tu sais, ils disent, tu veux savoir assez, tu veux les vendre des trucs, là, des casquettes, des badges, puis toutes sortes de trucs là, qui ont à vendre, des poupées russes. Fait que t'achètes des trucs, puis là, à un moment donné, il y a des gens qui m'ont approché, puis ils me disaient, écoute, tu me donnes une pièce américaine, tu m'as donné 150 roubles. Hein? OK, ça a du bon sens. La conversion, c'est 5 fois plus que ce que tu avais à la banque. Ça a bien du sens, tu sais. Fait que là, j'en échange. Tu sais, écoute, là, tu lui donnes un 20, là, t'as un paquet de roubles, là, tu sais. Je veux dire, t'as reçu 300 roubles, là, tu sais. 3000 roubles, excuse-moi. Fait que là, je m'en vais dans le Goom comme ça. Il y a un jeune qui m'approche, puis il me dit, tu veux changer de l'argent? Puis là, j'étais dans le magasin, je dis, oui, change-moi de l'argent, parce que j'en ai pas. Tu sais, je voulais acheter des trucs, des souvenirs, des cadeaux. Fait que là, le garçon me donne, je donne un 20, puis il me donne un paquet de roubles. Fait que là, on continue, tu sais, on marche. Puis là, j'entends ping, bang, bang, une bataille en arrière de moi. Fait que là, je dis, oh boy, qu'est-ce qui se passe? Là? Puis il y a un gars qui commence à se faire donner une volée, là, tu sais. Fait que là, on va se pousser un petit peu plus loin, tu sais. On ne restera pas dans ce coin-là. Puis là, finalement, il y a un gars qui m'approche, puis il me tape sur l'épaule, tu sais. Tu vois, qu'est-ce que tu veux? Puis là, il monte quelque chose. Il monte sa badge de police. Fait que moi, je dis, écoute, j'en ai plein de ça, là, tu sais. Je pensais qu'il voulait me vendre, tu sais, quelque chose, le gars, là. Mais il parle juste russe, mais là, il fait comme, non, regarde bien, il me fait des signes, puis là, finalement, il a réussi, il dit, attends une minute, puis il a réussi à rejoindre quelqu'un qui parlait un peu, qui baragouinait en anglais un peu. Fait que, là, il dit, écoute, on est des policiers, il dit, c'est pas inquiète, il dit, c'est juste que, la personne qui t'a échangé des roubles, là, c'est pas correct, qu'est-ce qu'elle a fait là. Mais il dit, faut pas inquiète, là, tu sais, il y a pas de problème. Fait que là, j'ai OK, mais là, c'est mon interprète qui était plus loin, qu'elle est arrivée, puis elle pleurait, elle avait peur. Ça. Fait que là, j'ai dit, ben, il dit, suis-nous, fais juste nous suivre. Mais il m'a dit, fais juste nous suivre en arrière, là, tu sais, à pied. Fait que là, je le suis, tu sais. Puis j'étais avec mon père, puis d'autres personnes, on était 2-3. Fait que là, il nous amène, il fait traverser la rue, il nous amène dans ce coin de ruelle. Puis là, on voyait des trous de balles sur les murs, comme des mitraillettes. Fait que là, on a vu que c'était un poste de police, mais est-ce qu'on voyait des petits ladas avec police dessus, là, ça? Fait que là, on a bien vu que c'était un poste de police. Fait que là, on est rentré, là. Le gars nous a dit, écoutez, on va faire venir l'interprète. Puis ils ont fait venir un interprète, puis ils nous ont dit, écoutez, la seule affaire qu'on veut, c'est que ce que le gars a fait, c'est pas correct, mais vous avez pas de problème. Fait qu'il a dit, on veut juste que tu identifies la personne qu'on a arrêtée. Fait que là, il a fait venir le gars. Il fait venir le jeune homme, tu sais, il dit, c'est juste ça, tu m'as dit que c'est lui, tu signes ce papier-là. Fait que je dis, OK, correct, tu sais, on va faire ça. Fait qu'il me ramène le jeune homme, écoute, il était magané, il avait la face bleue. Il dit, c'est-tu lui? Ben, j'ai dit, je pense que oui, là, il était moins magané que ça tantôt, là, mais finalement, ils nous ont dit, écoutez, il n'y a pas de problème. Ils ont dit, si vous voulez quelque chose, demandez-nous-le. Alors, ils m'ont donné un numéro de téléphone. Ils ont dit, dès que tu as besoin, si tu veux de l'argent, si tu veux n'importe quoi, tu nous appelles à ce numéro-là, on va aller te le porter. OK. Fait qu'à partir de là, fait que là, on est sorti de là. Fait qu'à partir de là, tous les matins à l'hôtel, on allait déjeuner. Il y avait un monsieur louche, un petit peu louche qui venait. Puis il disait, voulez-vous des billets de spectacle? Voulez-vous de l'argent? N'importe quoi, là. Qu'est-ce que tu veux? On a ça. Ça faisait 8 avec la police, là. Tu sais, je veux dire, c'était bien corrompu. Fait que à partir de là, c'était tout le long, le monsieur venait nous porter des billets, puis on était au ballet Bolchoï, on était au cirque de Moscou, on était à plein de places là, avec des bons billets, là, ça ne coûtait rien pratiquement. Fait que ça a été le fun là, de voir tout ça. Là, mais là, on a vu comment ça fonctionnait là, le système là-bas. Le système là-bas, le système corrompu, c'est ça. Mm-hmm. Ça a été vraiment des expériences assez intéressantes. Fait que j'ai bien aimé comme je t'ai dit, mes voyages, même si au niveau visuel, ça m'a pas vraiment aidé. Mais revenons justement
au Québec, et puis parce que on a passé un petit peu vite là tantôt, quand t'es parti du secondaire, t'es allé au cégep, t'es allé au cégep en quoi? Oui. J'étais en sciences humaines avec mathématiques à ce moment-là. Je savais pas trop ce que je voulais faire. Fait que je m'étais aligné là-dessus. Vu que j'étais déjà bon à l'école, ça n'a pas été un problème, parce que je me mettais aussi beaucoup de barrières en me disant, tu sais, en coup de que j'aille, tu sais, je voyais plus les choses que je pouvais pas faire que les choses que je pouvais faire, tu sais. Uh-huh. Mm-hmm. Je me mettais beaucoup de barrières au niveau de, bon, ça me donnait rien d'aller en médecine, j'ai pas dit, ça me donnait rien d'aller, tu sais. Fait que c'est ça que je me disais, tu sais. Fait que j'ai fait à partir de là, j'ai fait mon cégep, puis j'étais en appartement avec des chums. Fait que ça, j'aimais ça aussi. Ça a été facile, le cégep, ça a été vraiment quelque chose de facile, mais encore là, j'ai pas eu d'aide, là. J'ai pas utilisé l'aide qui m'était offerte à ce moment-là. Fait que j'ai fait mes études, puis j'ai pas vraiment eu de problème, là, à compléter ça. C'était assez facile. Puis à partir de là, ben, j'avais appliqué, là, à l'université en psychologie, à l'Université de Montréal. J'avais été accepté. Sauf que durant l'été, cet été-là, que j'avais été accepté à l'université, j'avais une opportunité d'aller travailler. J'avais une offre d'emploi. J'avais appliqué chez Bombardier Aéronautique. OK. Puis là, j'ai eu le poste, tu sais. Fait que là, je me disais, bon, je prends-tu la chance de faire des études si ça l'est pas bien? Ou là, j'ai une job, puis j'y vais, puis je me ramasse du cash, là, tu sais. J'étais là-dedans, là, tu sais. Mm-hmm. Fait que j'ai décidé de pas poursuivre les études, d'aller plutôt vers l'emploi. Ce que j'ai fait, là. Fait que j'ai travaillé chez Bombardier, là, pendant 25 ans. Fait que j'ai fait ma carrière là, si on veut. Et tu faisais quoi? J'étais agent logistique. C'est tout ce qui est au niveau des inventaires puis la planification des travaux. Parce que dans le fond, un avion, c'est comme des Legos, hein. C'est tous des assemblages qui viennent dans d'autres assemblages. Puis finalement, ça fait un composant, soit un cockpit ou un fuselage. Puis après ça, quoi que c'est fait, ça, il y a du joining. Ils vont assembler les différents composants. Fait que toi, tu es attitré, mettons, une partie de l'avion, mettons, au cockpit. Puis là, ben, il faut que tu t'assures que les travaux se fassent dans le bon délai dans la cédule de production, que tout arrive en même temps, puis que toutes les composantes soient là pour que les travaux se fassent dans les cédules, là. Parce que les avions, dans le fond, sont vendus, puis ont une date de livraison. Fait que c'est de t'assurer que tout fonctionne là, à ce niveau-là, de la chaîne d'approvisionnement. Puis, fait que j'ai fait ça pendant un bon bout. Ben, tu sais, quand je suis arrivé là chez Bombardier, j'avais pas nécessairement la compétence pour faire ça. Au début, j'ai pas commencé à ce poste-là. Mais ils ont vu là que j'avais une potentiel, fait que j'ai monté. Là, j'ai avancé dans la compagnie là, par moi-même, là, en étant... Tu as gradé les échelons, là. Ouais, c'est ça, on était assez efficace. Fait que, tu sais, après ça, je me suis en allé le soir. À un certain moment, je me suis en allé le soir, fait que je gérais l'équipe de soir. Puis, par la suite, ben, j'ai été chanceux parce que, il est venu un temps, là, c'était après 2001, après les attentats, ce qui est arrivé, c'est que là, j'étais plus capable de fonctionner avec mon ordinateur. OK. C'était rendu plus difficile. Il fallait que j'aille à l'usine aussi. Tu sais, c'était pas des lieux, c'était quand même gros, là. Moi, j'étais à Ville-Saint-Laurent, c'était quand même une grosse usine. OK. Revenons juste un peu en arrière, là, jusqu'à 2001, il y avait pas, t'avais pas de problème à effectuer tes tâches, Non, c'est ça, mes tâches de travail, là, parce que, je te dirais pas de problème. Comme je te disais, j'ai toujours été en hypervigilance, je prévoyais mes coups, là, je faisais attention, j'étais vraiment quelqu'un, là, qui savait qu'il y avait un problème puis qui faisait tout pour le cacher puis deux pour éviter les obstacles le plus possible, là, tu sais. Donc ça a toujours été caché, ça a toujours continué à être caché. Ouais, ben jusqu'à cette époque-là, là, c'est quand ça. j'ai vu là, un moment donné, je me suis ouvert puis j'ai dit parce que t'as pas eu le choix ou parce que tu l'acceptais mieux? Oui, il y a eu une certaine acceptation qui s'est faite aussi. Pour que j'en parle, c'est parce que j'acceptais quelque part un peu plus. Ouais, OK. Mais il y avait aussi la question de plus le choix, tu sais, m'amener. Tu sais, c'est comme si je traînais mon sac de roches, puis j'ai rajouté des roches, mais à un moment donné, le sac est trop lourd, là. Tu peux plus. C'est techniquement plus possible de. Ouais. Puis à travers ça, j'avais commencé à avoir des enfants. Fait que, tu sais, là, ta perspective des choses change, tu sais. Tu sais, à travers tout ça, là, tu sais, je veux dire, j'ai évolué, tu sais.
Fait que cet emploi-là, à un moment donné, je suis arrivé à mon employeur, j'ai dit, écoute, là, j'ai un problème visuel, puis je suis plus capable de faire le travail. Fait que je vais avoir besoin d'assistance. Fait que je vais faire venir les gens. Je devais parler à vos boucliers. Mais là, c'était les gens de l'Institut Nazareth qui sont venus à mon lieu de travail pour adapter mon poste de travail, c'est mon bureau. Fait que là, ils sont avec différentes tailles, des télévisionneuses, puis les écrans. Mais le Bombardier, là-dedans, les autres ont été super sharp dans le sens qu'ils ont dit, écoute, n'importe quoi qu'il y a de besoin, on paye, il n'y a pas de problème. Fait que mon employeur était très, très, très compréhensif. Puis il m'a dit, écoute, Dom, si t'as des problèmes, tu te gênes pas, tu nous le dis. Il n'y a pas de problème, une fois nous autres, il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de solution. Fait que j'ai été chanceux d'avoir un très bon employeur à ce niveau-là. Puis ça m'a amené en 2004. Là, on travaillait de la maison, tu sais, les fins de semaine, on faisait des couvertures de la maison pour je m'occupais à ce moment-là des aircraft on ground qu'ils appellent, c'est des avions immobilisés à travers le monde. Les avions, à un moment donné, qui ont des problèmes. Comme un automobile qui rentre au garage, là, et des avions, c'est le même problème, ils ont des problèmes avec certains composants ou des bris. Qui sont comme en panne, pas chez eux. Là. Tu peux plus voler parce que là, ton avion, mettons, ton windshield il est fissuré ou il détecte un problème avec l'avion, ben là, il faut qu'il y ait une réparation qui s'effectue. Mais là, si on n'a pas les composants, parce qu'ils ont plusieurs entrepôts à travers le monde, les compagnies d'aviation, pour faire les réparations normales. Mais des fois, c'est une réparation qui demande un peu plus de pièces. Fait qu'à ce niveau-là, moi, ce que je faisais de la coordination pour envoyer des pièces à travers le monde pour faire des réparations. Okay. Fait que ça, c'est un service qu'on donne 24 heures sur 24 pour la clientèle, des avions d'affaires puis des avions commerciaux. Fait que là, ce qu'on faisait, c'est ça. Fait que moi, j'étais en lien avec ces gens-là pour envoyer, acheminer tous les composants puis m'assurer que ça se rende à bon port pour qu'ils fassent les réparations. Fait que ça, c'est une couverture qu'on faisait les week-ends. Tu sais, qu'on prenait, l'informatique nous permettait d'avoir les ordinateurs à la maison avec le système de Bombardier. Fait que là, j'ai commencé à faire ça les fins de semaine pour donner un coup de main. Puis en 2004, ben j'ai dit, j'ai demandé à mon employeur si c'était possible de faire toutes mes tâches à partir de la maison. Parce que c'était facilitant pour toi. Ben, c'était plus facilitant pour moi, c'est ça. Là. Dans mon environnement de travail, c'était plus difficile. Mais là, toutes les tâches que je faisais, tu sais, je veux dire, les gens m'appelaient. C'était beaucoup un travail au téléphone. Puis les gens m'appelaient de différentes usines, que ce soit au Mexique, en Irlande, à Toronto. Tu sais, il y avait différentes usines qui m'appelaient, mais tu sais, ces gens-là, j'étais pas physiquement avec eux autres. Là, tu sais, je veux dire, ils vont me dire, imprime-moi tel document. Ben, je peux imprimer n'importe où. Je peux acheminer des morceaux n'importe où. Fait que c'était pas nécessaire que je sois sur place, nécessairement. Fait que la technologie là, était rendue qui nous permettait de travailler à la maison. Ben, moi, j'étais le premier chez Bombardier à la maison. Fait que là, dans le fond, mon bureau était à la maison. Je répondais à toutes les demandes là, qui pouvaient émaner de l'usine. Fait que j'ai fait ça pendant 12 ans. 12 ans, j'ai pu faire le travail de la maison. Fait que j'avais mon bureau à la maison. J'avais toutes mes aides à la maison, fait que ça facilitait beaucoup le travail. Puis eux étaient contents parce que bon, ben il y avait toujours quelqu'un disponible à répondre. J'avais le cellulaire, puis vu que c'était un service qui était 24 heures, moi ce que je faisais, je travaillais 7 jours en ligne. J'avais 7 jours off. C'était une autre personne qui prenait l'autre semaine. OK. Puis mais tu sais, on pouvait se faire réveiller à 3 heures du matin pour un problème au Japon, là, tu sais. Ben oui, qui était pas sur le même. C'est ça. Ben, c'était en tout temps, de toute façon. Fait que c'est en tout temps, fait que c'est un service à clientèle. Fait que, non, ça a été bien. Puis mon Bombardier m'a beaucoup aidé. Tu sais, dans le sens qu'ils m'ont dit, écoute, Dom, on le fait pour toi, on le fait pas pour n'importe qui. Mais, tu sais, nous, on était contents de m'aider, là. Ils ont été accommodants, là, puis Oui, beaucoup. Ils ont démontré qu'ils tenaient à ce que tu sois capable de continuer à travailler. De continuer, parce qu'il m'avait offert, tu sais, il m'avait dit en 2004, écoute, si t'es plus capable, puis regarde, il y a quand même les assurances chez Bombardier qui faisaient que j'avais une invalidité. Fait qu'ils m'ont dit, si tu veux arrêter de travailler, c'est pas un problème. Si tu veux continuer, on va te supporter. Moi, j'ai dit, écoute, à l'époque, j'avais 30 ans, tu sais. J'ai dit, non, regarde, je veux pas, je veux pas arrêter de travailler à 30 ans, là. J'ai dit, je vais aller plus loin que je peux. Fait que j'ai fait 12 ans de plus, 12-13 ans.
Fait que ça m'a permis, tu sais, de continuer à travailler. Puis les gens, les gens savaient pas, tu sais, j'étais à la maison. Les gens, eux autres, ils savaient pas que j'avais des problèmes visuels. Fait que c'était drôle parce que je parlais avec plein de monde qui savaient pas que, dans le fond, j'étais chez nous. C'est ça. Personne ne savait non seulement que tu étais chez vous, que tu avais un problème de vision, non, que tu travaillais avec des adaptations. Toi, ouais, c'est ça, exactement. Tu étais là pour les aider, puis tu les aidais. C'est ça. Puis ça a été un précurseur à ce qui se passe aujourd'hui avec les gens qui ont fait beaucoup de travail à domicile. Ben oui. Les gens sont ramassés là avec les trucs de COVID. Les gens se sont ramassés à la maison. Fait que c'est drôle. Assez rapidement, là. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui se sont ramassés là, tu sais. Mais là, moi, j'ai arrêté en 2017 là, de travailler parce que là, j'étais vraiment plus capable. Puis, ils n'étaient pas capables d'adapter l'ordinateur avec les logiciels pour m'aider parce qu'il y avait trop de choses complexes au niveau sécurité. Parce qu'il y avait beaucoup de sécurité sur mon ordinateur pour pas que les gens réussissent à accéder à mon ordinateur. Ben oui. Toutes tu peux bâtir un avion puis tout ce qu'elle avait là-dedans, tu sais, les secrets industriels tout ça. Puis il y avait comme 23 passwords. Mais tous les systèmes de logistique changeaient. Puis là, il y avait des couleurs. Moi, je voyais pas les couleurs. Je voyais pas les couleurs. Je voyais ça en noir et blanc. Fait que j'étais pas capable d'aller chercher cette information-là. Par rapport à la couleur puis tout ça. La couleur, mais tu sais, c'est ça. Ils étaient pas capables. Tu sais, ils ont fait des demandes pour qu'ils soient adaptés, mais ils ont dit que les gens d'informatique de chez CGI, la compagnie qui s'occupait de nos informatiques, ils ont dit non, ça sera pas, ça va être trop lourd, t'auras pas accès à tout. Puis c'est quand même un travail qui demande beaucoup de, tu sais, faut que tu sois réactif assez vite là, tu sais, parce que le client qui demande un problème, que son avion est pris, lui il veut que son avion vole. Fait que à partir du moment qu'il sait que t'as ça en main, il te demande quand est-ce que je vais recevoir mon morceau, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a pas de, tu sais, fait qu'il fallait réagir, là, la réaction, fallait que ça soit vite. Que je fasse rentrer des gens. Là, tu sais, je peux faire rentrer des gens à 3 heures du matin là, pour aller finir des composants ou aller chercher des composants à l'usine. OK. Fait que c'était vraiment là, réactif, là, ce travail-là. Mais en tout cas, ça a super bien été. Ma carrière, ça a vraiment bien été à ce niveau-là. Là. Fait que jusqu'en 2017, là, j'ai pu... mais à la fin, j'étais plus capable. Là. Puis c'était difficile. J'avais beaucoup de maux de tête aussi, occasionnés, à part ça. Fait que là, j'ai été voir mon médecin. À un moment donné, tu sais, ma conjointe me disait, la donne. Capable, là, ça n'a pas de sens. Là, fait que là, finalement, je demandais de l'aide à mettons, mes enfants. Je disais, hey, peux-tu me dire qu'est-ce qui est marqué là? Peux-tu me dire qu'est-ce que tu vois? T'sais? Je demandais de l'aide, tu sais. C'était plus. Mais ta vision avait baissé encore ou c'était vraiment la technologie? Non, ma vision avait baissé. Parce que ma vision, là, tu sais, dans ce temps-là, quand j'ai commencé, comme je te disais tantôt, j'avais 30 degrés de champ. Mm-hmm. Mais j'avais une bonne acuité visuelle. Je voyais pas les couleurs, mais j'avais quand même une bonne acuité visuelle. Mais avec le temps, bon, là, je suis rendu en bas de 5 degrés. OK. Là, j'ai un œil qui voit plus du tout. Qui voit la perception lumineuse. Ça, je l'ai, pour mon œil droit, mais j'ai pu, avec mon œil gauche, je suis capable encore de lire, là, tu sais. OK. Fait que, mais, tu sais, là, mais c'est pas comme net, là, tu sais, je veux dire, c'est déformé. Ouais. Puis passer la journée à c'est ça, passer la journée, puis des fois, des problèmes qui durent, mettons, je me fais réveiller à 3 heures du matin pour un problème, mais je travaille toute la journée sur ce même problème-là. C'est pas un problème qui se règle en 5 minutes, nécessairement. Là, ouais. Là, c'est bien des trucs, fait que c'était devenu très difficile. Fait que là, c'est là qu'on m'a dit, écoute, Dom, regarde. T'es allé pas mal plus loin que tu pouvais. Ouais, c'est ça, j'étais au bout, j'étais quand même fait 25 ans, là, chez Bombardier. Ce qui est vraiment pas bien, 25 ans. C'était quand même bien, c'est ça. J'ai beaucoup aimé mon travail, puis c'est sûr que, tu sais, quand je suis arrivé chez le médecin pour dire, tu me ferais-tu un papier, là, pour arrêter de travailler, ben là, j'ai éclaté, là, j'ai pleuré. Ça a été difficile de dire, là, je quitte mon emploi. Ouais, de ça, dire. C'est parce que tu te définis beaucoup dans ton travail, hein. Tu parles beaucoup de ton, le travail, ça nous définit beaucoup. Là, j'étais comme, non, là, tu sais, je suis plus capable. Puis là, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment difficile. Là, j'en ai pleuré une shot aussi quand j'ai décidé d'arrêter là, de travailler. Fait que ça fait qu'à partir de là, j'ai décidé après ça, quand j'ai eu l'invalidité, ça a été quand même assez rapide, là, tu sais, avec le gouvernement puis avec mon employeur. Tu sais, j'ai gardé quand même tous mes avantages sociaux. Je suis payé là par Bombardier encore quand même avec l'invalidité. J'ai la chance d'avoir une bonne protection à ce niveau-là. Là. Fait que au niveau de mon revenu, ça n'a pas eu d'incidence. Là, c'est ça. C'est quand même au moins ça. Ça, c'est beaucoup. Là. C'est ça m'a permis de continuer à vivre.
Fait que c'est ça, là, j'ai décidé de m'impliquer dans plusieurs choses là, à partir de là. Tu sais. Mais le travail, c'est quelque chose qui m'a beaucoup défini dans ma vie. Tu sais. Même étant jeune, j'ai toujours travaillé. Tu sais, j'ai commencé on recule, là, mais tu sais, j'ai passé les journaux quand j'étais jeune, j'étais camelot. Après ça, j'ai travaillé dans un Walmart quand j'étais plus jeune. J'ai travaillé dans différents travails. Puis, tu sais, tu définis beaucoup. Là. Même à un moment donné, j'ai travaillé, ça a été une belle expérience de vie. Là. J'ai travaillé un été, comme un travail étudiant, quand j'étais aux études, j'ai travaillé pour un centre de jour pour handicapés mentaux. OK. Qui était à Montréal. Fait que là, ça a été aussi une belle découverte, là, dans le sens que je connaissais pas le milieu des handicapés intellectuels ou mentaux. Puis ça m'a permis, tu sais, de côtoyer ces gens-là, là, de voir c'était quoi leur réalité, là. Au début, là, je voyais des personnes handicapées mentales. Tu changes de trottoir parce que tu comprends pas ce que ces gens-là vivent. Puis c'est comme l'ignorance, fait que tu t'éloignes un peu de ces gens-là. Mais j'ai confronté cette peur-là. Puis j'ai été travailler pour tout un été là, pour ce centre-là. Puis j'ai beaucoup appris là. Ces gens-là, j'ai vraiment aimé mon expérience. J'ai compris beaucoup de choses là, au niveau humain. Puis, toi, au début, quand je suis arrivé là, la première journée que je suis arrivé là, j'ai dit, tu sais, j'étais comme en situation là, que je m'occupais des gens. Là, j'étais comme, j'étais pas trop à l'aise. Puis là, j'ai dit, je vais faire... j'avais demandé à la personne qui était en charge, j'ai dit, hey, on peut aller dîner à l'extérieur, tu sais. Elle me dit, oui, tu peux aller dîner à l'extérieur. Fait que j'ai dit, je vais aller dîner à l'extérieur, puis je vais m'en aller. J'étais vraiment pas à l'aise, tu sais. OK. Fait que là, j'ai dit, j'ai dit, là, je peux pas faire ça. J'ai dit, dîner à l'extérieur, mais je vais revenir finir ma journée. Ça n'a pas de sens, là, tu sais. Tu peux pas laisser des gens comme ça. Fait que là, j'ai dit, je vais finir ma journée. Fait que là, j'ai fini ma journée, j'ai dit, je vais finir ma semaine. Finalement, j'ai fait tout mon été, là. Puis ça a été vraiment une expérience déterminante dans ma vie, là, pour comprendre les personnes handicapées comme ça, intellectuelles. Puis là, aujourd'hui, dans le transport adapté, j'en côtoie, puis tu comprends, là, puis avec je suis aussi impliqué dans des organismes qui a des handicapés mentaux, puis ça, tu sais, c'est un plus pour moi, c'est un plus d'avoir fait ça, là, jeune. C'est ça, ça ouvre les horizons, ça ouvre. Ouais, c'est ça, ça ouvre l'humain, là, en dedans, là. Fait que j'étais content à ce niveau-là, tu sais, fait que, non, ça a été des belle expérience de vie, tu sais. Puis c'est ça. Puis dans le fond, c'est ça que mon handicap, encore là, je l'avais pas, tu sais, je le dévoilais pas, là. Je faisais comme si tout allait bien. Mais j'ai eu quand même une belle expérience que j'ai eue quand j'étais jeune. Je n'avais pas parlé au début, là. On n'a pas sorti un petit peu partout. Mais j'avais plus jeune, quand j'ai été diagnostiqué avec la rétine pigmentaire, mon plus gros drame, moi, c'était le hockey, parce que j'aimais beaucoup le hockey, là. C'était ma passion. Puis là, on me fait dire, là, tu peux pas plus jouer, ça va être dangereux, tu sais, pour avoir des accidents. J'avais été à l'Institut avec ma mère pour faire les démarches, là, pour les examens puis d'autres trucs, là. Puis ma mère avait rencontré à l'époque monsieur Jacques Caron, qui était à l'époque président des Hiboux de Montréal. Oui. Jacques qui travaillait à l'Institut, je pense, à ce moment-là. Mm-hmm. Puis ma mère, il en avait parlé, puis lui il avait dit, écoute, nous autres, on joue au hockey sonore. Fait que je sais qu'il y a bien des gens qui n'ont pas dans ton podcast, là. Mais moi, c'est ça, ce truc de hockey sonore-là, j'ai joué à partir de l'âge de 15 ans. J'ai joué avec eux autres, là, dans ces années-là. Puis ça m'a beaucoup aidé, là, tu sais, ça a été mes premiers contacts avec les gens handicapés visuels. Puis ces gens-là m'ont accueilli, tu sais, au début, tu sais, j'étais le plus jeune de la gang, j'étais quand même jeune, là, pour le moyen d'âge, j'étais peut-être une trentaine d'années, là, et plus. Mais j'ai beaucoup apprécié, là, le fait qu'ils m'ont accepté, puis j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer au hockey avec eux autres. Quand j'allais jouer, là, j'ai vraiment adoré ça. Puis ces gens-là m'ont pris comme un petit frère, là, tu sais, fait que ça m'a aidé aussi dans mon cheminement, là, mais j'ai pas poursuivi, là, avec un rendu, là, plus vieux, là, j'ai pas poursuivi à cause du travail, à cause des obligations que j'ai eues. Des occupations, tout ça, là. Ouais, c'est ça. À un moment donné, j'ai eu des enfants, j'ai acheté des maisons, tu sais, j'ai eu plein de choses comme ça dans ma vie, là, que j'ai vécu aussi, là, tu sais. On peut parler un peu des enfants parce que ça fait deux fois quand même que tu le mentionnes. Mes enfants dans ma vie, c'était comme quelque chose de très, très important. C'est encore quelque chose d'important.
Mais tu voulais des enfants quand tu as su pour ta rétinite, tu as... Ouais, je savais qu'il y avait un risque. Mais ce qu'on m'avait dit, moi, mon schéma parce que la rétinite, il y a plusieurs formes. Là. Il y a des gens qui, toute la génération vont l'avoir. D'autres, c'est aléatoire. Je connais des gens qui l'ont, une personne dans leur famille là. Moi, la séquence génétique qu'on m'avait expliqué, là, j'avais été en génétique, c'est le X, le père, transmet à ses filles, le Y. Si les filles sont, dans ma séquence à moi, là, les filles sont porteuses, ne développent pas. Mon grand-père a donné ça à ma mère, parce qu'il y a juste eu une fille. Puis elle avait 50% des chances de donner à ses garçons. Donc toi, tu l'as eu. Fait que c'est ça. Moi, je l'ai eu, mon frère l'a pas eu. Bon, c'est que le 50% était... Fait qu'on savait que... C'est ça. Fait que là, on savait que dans ma suite génétique, moi, j'allais donner à mes filles. Mes filles sont porteuses. C'est des filles qui sont porteuses. Mais le développent pas. Mais eux, s'ils ont des garçons, 50% des chances que les garçons l'aient. Fait que dans le fond, c'est une chance sur 4 que s'ils ont des enfants, que l'enfant soit porteur de la maladie. Pas porteur, mais développe la maladie, c'est-à-dire. Fait que là, ce que j'ai fait, j'ai été en génétique. Puis là, on m'a expliqué que, si les filles, eux, tombent enceintes, peuvent aujourd'hui vérifier là, si l'enfant est porteur, le fœtus, c'est-à-dire. Là. Puis ils pourraient, dans le fond, avoir le choix de décider d'interrompre pour la grossesse. Fait que moi, je leur ai donné ce choix-là, là, dans le sens que j'ai été faire les tests pour que eux aient la possibilité de dire je le garde ou je le garde pas, ou je veux pas le savoir, on verra. T'sais. Fait que c'est comme un choix qui leur appartient. Moi, je suis à l'aise avec ça, dans le sens que je me dis, si ça arrive, je vais être là pour comme grand-papa pour coacher là, cet enfant-là. Puis t'as eu 3 filles. Ça fait... Ouais, c'est ça. J'ai fait pas mal de filles. J'ai comme 4 enfants. Mon plus vieux, 22. J'ai 3 filles là, de 20, 18 puis 16 ans. Ouais, qui suivent toutes de 2 ans. Ouais, c'est ça. On est toutes à 2 ans. Ça se passait de même. Puis là, finalement, c'est ça. Là, mes enfants, écoute, je suis content. Il n'y a pas personne, si on les a suivis jeunes. Ils ont un suivi là, chaque année pour voir s'ils ne développent pas la maladie. Heureusement, ils l'ont pas. Je veux dire, je suis content. Ça m'aurait fait de quoi s'il l'aurait eu, mais en même temps, je me dis, c'est la vie. Fait que moi, j'ai décidé que j'en voulais. C'est peut-être un peu égoïste là, de dire ça, mais je suis content là, d'avoir des enfants. Je suis content qu'ils l'aient pas, mais je me dis que si jamais, il y en a qui l'ont. Regarde, j'ai vécu. Je pense que ces gens-là aussi vont vivre. Si jamais j'ai de la descendance qu'il y en a. Puis aussi, il y a de l'espoir avec les cellules souches. Éventuellement, j'imagine qu'il va y avoir des développements qui vont faire que ces gens-là qui sont atteints de rétinite vont peut-être pouvoir être guéris. Tu sais. Fait qu'il y a beaucoup d'espoir là-dedans aussi. Mais là, présentement, là, on ne vit pas. Là, je suis le seul là, qui est atteint. Mes enfants le sont pas. Mais je suis content. C'est bien quand même ce que tu dis. J'ai eu la rétinite, mais j'ai vécu. Puis tu sais, alors que... L'acceptation a été difficile. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est avec la maturité, ouais. Mais c'est pas, tu dis, comme je te dis, quand je pourrais parler au petit gars de 15 ans que j'étais à l'époque, là, tu te sens, moi, je me sentais comme, je vais être quoi, je vais être qui? J'avais honte d'avoir un handicap visuel, c'est pas drôle, là. Je vivais dans la honte, dans la peur, dans la honte. Mais, dans le fond, les personnes handicapées, il y en a de toutes sortes, les fois, c'est handicapés visuels, mais, on n'est pas des demi-personnes, on est des personnes à part entière qui vivent avec un handicap. C'est à la base, on est toutes des personnes, puis on a toutes quelque chose à apporter à la société. Tu sais. C'est ça. Mais ça, moi, je l'ai compris, ça a été plus long. Tu sais. Moi, je me suis mis beaucoup de barrières, puis moi, je me battais contre la maladie, mais dans le fond, je me battais contre moi. Tu sais. À un moment donné, quand j'ai réalisé que c'était à moi que je faisais du tort, là, tu sais. Moi, j'ai passé au lieu de passer par la route asphaltée, j'ai passé par le bois, là, puis... je me suis rendu, mais je me suis mis beaucoup de barrières, beaucoup d'embûches. Le bois dans lequel tu n'aimais pas courir quand tu étais jeune. C'est ça. Fait que non, c'est ça. Fait que là, mais là, aujourd'hui, je suis content. J'ai ma famille, mes enfants, là, c'est 4 belles personnes. Là, c'est 4 des humains fantastiques. C'est des bonnes personnes. Ils ont beaucoup d'empathie. C'est des gens empathiques. C'est des gens qui sont aidants parce qu'ils veulent pas, ils ont grandi avec le fait que j'avais un handicap, fait que ils m'ont souvent aidé quand à différents moments là, pour m'aider pour me diriger. Puis là, aujourd'hui, j'en ai 2 qui ont des autos, fait que là, j'ai des lifts aussi.
Fait que ça, c'est le fun. Puis, c'est les enfants qui donnent des lifts au père. C'est ça, c'est inversé un peu, tu sais. Mais, tu sais, c'est correct, c'est correct. C'est des bonnes personnes. Puis, tu sais, regarde mon garçon, mon plus vieux. J'ai trouvé ça drôle parce qu'à un moment donné, à 17 ans, quand il a eu son auto, tu sais, je m'en allais avec, je sais pas où, je m'en allais, on était sur le chemin, puis là, à un moment donné, mon gars, il dit, « Oh, fuck! » Il dit, « Qu'est-ce qu'il y a? » Il dit, « Il y a un monsieur qui vient de tomber à terre. Fait que là, il arrête son auto. Puis, là, moi, je débarque aussi. Là, il dit, « Monsieur, êtes-vous correct? » On l'a relevé, le monsieur. Là, on a dit, ben, où c'est que vous restez? T'es un petit peu confus, tu sais, une personne âgée. Fait que là, finalement, il y avait un peu avec des problèmes cognitifs, mais finalement, on a réussi à trouver, après 3-4 maisons, on a su ce qui restait. Puis, on a été de porter chez sa dame. Il était sorti, le monsieur, il faisait de l'Alzheimer, puis il était parti, là, de prendre une marche, probablement. Fait que, là, mon gars, le geste que mon gars a fait, j'avais vraiment trouvé ça, beau de dire, hey, regarde, là, qu'est-ce que tu viens de faire là? C'est vraiment beau de te soucier des autres là comme ça. Puis tous mes enfants sont comme ça. Tu sais, j'en ai deux là qui, lui est électricien, mais j'en ai deux qui s'en vont vers le milieu hospitalier là, tu sais, dans l'aide. Fait que ça, j'aime ça. Je suis content là. Je suis content des belles personnes qui sont devenues là. C'est des gens apathiques là. Puis c'est des gens là qui veulent aider. Valeurs, là. Ouais, des belles valeurs. Fait que ça, je suis fier de ça. Tu sais, indépendamment de ce qu'ils vont faire dans la vie. Que tu aies des belles valeurs, que d'entraide, d'aider les autres, de faire du bénévolat, tu sais. Je suis content là, de mes enfants à ce niveau-là. Là. C'est vraiment quelque chose de fun. Là. Puis, ben, j'ai beaucoup de plaisir aussi avec mes enfants. Là, tu sais. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Là. Je sais pas si tu t'en rends compte un peu. Ouais. Puis, mais tu sais, moi, j'aime beaucoup rire. Je suis quelqu'un qui rit beaucoup puis qui aime. Mes parents étaient comme ça. Mon père était comme ça. C'était des gens qui étaient beaucoup sociables. Mon père, ben, c'était un raconteur d'histoires. Fait que quand j'étais jeune, je l'écoutais. J'ai développé ça, là, tu sais, moi, je vais raconter une histoire, mais je vais l'imager beaucoup. Je vais en mettre, là, tu sais. Je suis bon pour faire rire les gens. Fait que l'émission de mes enfants vont me dire, papa, raconte-nous la fois, là, tu sais, telle affaire, là. Je leur raconte, ça rit. Fait que, on a beaucoup de plaisir, là, à ce niveau-là, là, avec les enfants, là. Mais puis, il nous reste quand même au moins un sujet peut-être un peu moins drôle à parler parce que, bon, il y a eu évidemment la rétinite, mais on ne sait pas non plus qu'est-ce qui nous attend toujours dans le détour. C'est ça? Ouais. Ouais. Ben oui, je peux compter dans le fond. Avant ça, je pourrais te dire aussi, bon, quand j'ai arrêté de travailler, j'ai commencé à m'impliquer beaucoup dans les organismes de ma région. Je me suis impliqué au niveau du transport adapté. Au niveau du RUTA parce que tu sais dans le fond le plus gros problème qu'on a nous les handicapés c'est des déplacements. C'est vraiment c'est un méchant oui. C'est la pierre angulaire de tous nos travail, études, loisirs. Fait que puis pour briser l'isolement, ben tu sais c'est ça. Fait que c'est ce qu'on vit. Fait que je me suis impliqué beaucoup là-dedans. Je m'implique encore aujourd'hui là, en Zoom. Mais je me suis impliqué dans plein d'organismes. J'ai eu la chance, après ça, tu sais, quand j'ai arrêté de travailler, j'ai eu la chance de rencontrer une personne fantastique du bouclier, là, qui est Annie Deschênes, qui est une spécialiste en orientation mobilité. Puis elle m'a fait connaître plein de gens, plein d'organismes. Tu sais, elle, c'est une personne qui voulait impliquer les gens, tu sais, le monde des handicapés visuels, là, qu'on se rassemble, qu'on forme quelque chose, là, tu sais. Fait que je me suis beaucoup impliqué, puis j'ai commencé à faire beaucoup d'activités là, comme le Gold Ball. Je me suis impliqué aussi à la SAC pour sur le CA, puis j'ai joué beaucoup au Gold Ball. Puis en tout cas, ça m'a permis aussi de me sortir de ma coquille un peu. Ben oui, puis tu continues à faire de l'exercice, du sport. Ouais, c'est ça. J'aime beaucoup le sport, je fais du sport, mais c'est ça. Ça m'amène à plein de choses, mais là, c'est ça. Là, pour parler de ce qu'on veut parler, c'est que là, fin 2019, j'ai appris que j'avais un cancer. J'avais été malade pendant 1 an avant. Je ne savais pas trop qu'est-ce que j'avais. J'avais une bosse dans le nez. Puis là, il y avait bien des ORL qui cherchaient c'était quoi mon problème. Puis finalement, j'étais tellement malade que j'ai été hospitalisé. Puis ils ont découvert que j'avais un lymphome, c'est-à-dire un cancer du sang. Fait que là, à partir de là, à partir du début, un petit peu avant le début de la pandémie, là, en 2020, là, j'ai été hospitalisé. Puis là, ça a été toute une expérience de vie, là, dans le sens que là, j'ai eu tous les traitements là, de chimio, de radio, j'ai eu 2 greffes de moelle osseuse.
Puis j'ai été beaucoup à l'hôpital dans le sens que j'ai commencé par Sacré-Cœur où ce que j'ai eu ma chimio. Puis ma première greffe, mon autogreffe qu'il appelle. Puis la première fois que j'étais là, j'ai été 5 mois à l'hôpital sans sortir parce qu'il y avait le COVID. Ben oui, qui améliorait rien, là. Non, c'est ça. Fait que j'étais doublement isolé, c'est-à-dire que j'étais dans une chambre, personne n'allait me voir, même le personnel, c'était limité, là. Il y avait juste 2 personnes qui rentraient dans ma chambre, là. Il n'y avait pas d'autres personnes là, qui pouvaient rentrer. Il y avait le médecin et l'infirmière, il y avait pas... Fait que ça, j'ai trouvé ça très difficile, ça a été toute une épreuve. J'ai failli mourir, là. Au début, on me donnait pas grand chance, là, tu sais. Le pronostic était vraiment sombre, dans le sens que le lymphome duquel j'étais atteint, c'était le lymphome NK, qui est le natural killer. Puis ça, c'est une maladie très, très rare, là, qui voit très rarement, mais genre 1 cas sur 1 million. Puis là, écoute, là, il savait même pas comment il allait me traiter. Le premier mois, les hémato-oncologues cherchaient, parce que eux n'avaient jamais vu l'hôpital. Oh. C'est un lymphome-là. Fait que là, ils avaient décidé qu'ils ont fait des recherches internationales pour avoir accès à quel traitement me donner. C'est ça, trouver l'information. Ouais, c'est ça, c'est ça. Parce que tu sais, il y a différents cancers, il y a différents lymphomes, mais là, ils savaient même pas comment me traiter. Fait que le premier mois, c'était en recherche, puis ils regardaient voir comment j'évoluais, mais tu sais, ils me donnaient pas beaucoup d'espoir là, de survie. Puis même quand ils m'ont donné la chimio qu'ils m'ont donné finalement, qui était très, très intense, là, qui était 22 jours de chimio par mois. Puis tu sais, c'est tout à l'hôpital, il n'y a pas de question que je sorte, là, fait que là, cette chimio-là, dans le fond, ça a été donné, la recette, là, si on veut, a été donnée par la Chine. Parce que c'est un cancer qui voit en Chine, mais pas ici. Okay. Pas en Amérique du Nord. Fait que là, finalement, les Chinois ont donné la recette. Puis là, on me disait, écoute, ils ont déjà sauvé du monde avec ce traitement-là. Mais tu sais, ils m'ont pas dit, ils m'ont pas donné un chiffre, là, mais ils ont déjà sauvé 2 personnes. Mais ils disaient que là, ça a fonctionné sur des gens, là. Bon, ça devait déjà fonctionner. Fait que, tu sais, il y avait quand même un espoir, mais ils me disaient, écoute, attends-toi pas à beaucoup, là, tu sais, c'était plus, commence à faire ton deuil, là, de ta vie, là. Puis j'avais pas de visite. C'est ce qui était difficile, je peux pas avoir de visite. Mes enfants, je peux pas les voir, je peux pas voir ma famille, personne. J'étais comme en prison, là. J'avais même pas le droit de sortir de ma chambre. Fait que là, ça a été difficile. Finalement, à un moment donné, ils ont fait, à force de me donner des gros traitements de chimiothérapie puis d'avoir beaucoup de traitements. J'ai réussi. J'ai failli décéder, mais j'ai réussi à m'en sortir. Là, quand ils ont vu que le cancer, vu que c'est un cancer qui était très, très agressif, dès qu'ils ont vu que là, le cancer s'en allait, ils ont dit, OK, le go, on va te faire une greffe de moelle osseuse, mais avec tes propres cellules. Fait que là, ils m'ont fait ça. J'ai rentré encore, j'avais sorti quelques semaines, je pense 2 semaines. Puis après ça, je suis rentré là pour subir cette greffe-là. Ça a été très difficile. Puis quand ça a été fini, ils m'ont dit, là, regarde, on est tellement inquiets qu'on va te faire de la radiothérapie. Fait que là, je suis parti. Là, ils m'ont dit, on te change d'hôpital, on t'envoie à Maisonneuve-Rosemont. Maisonneuve-Rosemont m'a pris en charge. Ils m'ont fait de la radiothérapie qui était dans le visage. Fait que ils m'ont comme moulé un masque dans le visage. Puis ce masque-là, je mettais le masque, puis c'était botté sur une table là, de radiothérapie. Puis là, il me rentrait dans la machine là, pour donner le traitement. Fait que j'ai suivi ces traitements-là là, tous les jours. Jusqu'à arriver à la greffe. C'était l'autogreffe, l'allogreffe, qui est une greffe il fallait qu'il trouve un donneur. Il fallait que quelqu'un soit compatible avec moi, avec mon système. Fait que là, ils sont partis en recherche internationale. Puis finalement, ils ont réussi à trouver un donneur allemand. Fait que c'est un Allemand qui m'a sauvé la vie. OK. Fait que c'est une personne que je connais pas, mais que je remercie beaucoup, puis que peut-être éventuellement je vais pouvoir avoir ses coordonnées. Là, à partir de là, là, j'ai rentré en greffe avec ça. On m'a tout flushé mon système immunitaire. Puis on a là un coup qu'il flush tout ton système immunitaire, là, il espère que là, il t'implante les cellules souches, le don de moelle osseuse, puis il espère juste que tu survives. Parce que là, on m'avait dit, il y a une chance sur 3 que tu décèdes durant l'intervention. Fait que là, finalement, j'y étais. Ça a été difficile, mais j'y étais. J'ai dit, bon, on y va, parce que sinon, c'est la mort qui m'attend. De toute façon. C'est ça, il n'y a pas un gros choix, là.
Non, c'est ça. Fait que là, quand je suis arrivé là, ben là, j'ai réussi, là, ça a été difficile encore, là, j'ai failli décéder à deux reprises, mais finalement, j'ai passé à travers. Puis là, j'ai été greffé au mois de février l'an dernier, février 2021. Puis là, ben là, ça a été un long processus après. Là, je suis sorti durant l'été. Là, ça a été un long processus pour essayer de remonter de tout ça. Parce que quand je suis sorti de là, ben j'étais capable de faire 3-4 pas. T'sais. J'avais de la misère à marcher. T'sais. C'était quand même assez difficile sur le corps. Fait que là, tranquillement, pas vite, je recommence. Là, là j'étais à 10 mois de post-greffe qu'ils appellent. Puis là, ben c'est ça, j'ai eu beaucoup de rendez-vous à l'hôpital après ça, là, tu sais. J'ai été beaucoup j'étais tous les jours à l'hôpital pareil, mais en externe. Déjà là, c'était déjà mieux, j'étais plus en interne. Ouais. Fait que là, ça a été comme un processus qui a duré 2 ans, puis on me parle de 2 ans de convalescence là, pour se remettre de ça. Mais tu vois, déjà là, je suis quand même pas pire, tu sais, parce que j'ai recommencé à marcher, là, comme là, je marche 15 km à chaque jour. Je fais du vélo. Fait que okay. Là, j'ai bon espoir de prendre mes activités, là. Ils sont contents, là. Mes amateurs collègues sont contents, là, parce qu'il y a plusieurs choses qui peuvent arriver après la greffe, là, les rejets, ou tu peux tomber malade, là, pas mal. Mais finalement, je m'en sors bien, là, tu sais, ils sont contents. Fait que là, on prie pour que ça reste là, tu sais, que tout fonctionne. Mais en tout cas, c'est comme une chance que j'ai eue de passer à travers tout ça. Puis je suis content de pouvoir profiter là, de la vie encore là, avec mes enfants aussi. C'est surtout mes enfants là, que j'avais peur de décéder, de laisser mes enfants seuls. Fait que là, je suis content pour ça. Puis là, je me suis rendu compte aussi à travers ça, à travers tout ce cheminement-là, tu grandis aussi quelque part. Puis je me suis rendu compte que, tu sais, mon problème de vision que j'avais, là, que j'ai encore, mais c'était plus aussi important que. Il a pris une autre. Il a pris une autre place. Ouais, c'est plus une place. Tu sais, la vie, c'est important. Tu sais, je veux dire, là, j'ai compris que dans la vie, tu fais avec ce que t'as. Tu sais, ça te donne une leçon de vie, de dire, regarde, t'es vivant. Fait que ce que tu vis avec tes yeux, c'est vraiment secondaire, là, tu sais, je veux dire. Ça te tuera pas. Tu vas apprendre à vivre avec, mais ça te tuera pas, tu sais. C'est ça, là. Si t'es plusieurs fois passé proche de la mort, tu sais. Ouais, fait que c'est ça. Fait que là, tu te dis, là, tu mets ça en perspective, tu te dis, là, regarde, on va continuer notre chemin, puis on va faire du mieux qu'on peut pour la suite. Et là, ce que je vais dire, je veux pas dire d'énormité, mais je sais vraiment pas quoi penser, mais que ça arrive en pleine pandémie, qu'est-ce qu'on en pense de tout ça? Ça aurait pu arriver à un autre moment, ou si c'était mieux que ça arrive dans ce temps-là? Il y a des pots et il y a des comptes dans le sens que j'étais restreint dans tout, là, tu sais, je sortais même pas de prendre une bouffée d'air, j'avais même pas le droit de sortir. Ben non. Fait que j'ai été 6 mois, même pas pour ouvrir une fenêtre parce que j'avais une chambre à pression négative qui appelle. Fait que l'air qui est dans ma chambre, faut qu'elle sorte. Fait que fallait pas que j'aie de microbes dans la chambre, là. Fait que, j'ai pas pris une bouffée d'air en 6 mois dehors. Fait que même pas ouvrir un châssis, j'avais pas le droit, je pouvais pas, de toute façon, c'est barré, là. Mais, je me suis dit, c'est un bien pour un mal, dans le sens que pendant le temps que je vivais ça, la vie était arrêtée aussi alentour. On vivait tous un peu une vie plate. Ouais, c'est ça. Vous aviez tous une vie plate, tout le monde. Moi, je la vivais encore plus plate, si on veut, là, mais. Elle aurait été plate, même si on n'avait pas été en pandémie. Ouais, c'est ça. Si j'avais pas été malade, là, j'aurais vécu. Fait que ça a comme été un bon temps aussi pour que je sois malade, dans le sens que le monde, tout était arrêté. Fait que, tu sais, j'ai pas participé à rien, pratiquement, mais. Il y avait rien. Personne non plus. C'est ça, il y avait rien. Il y avait rien manqué. J'ai pas comme rien manqué parce qu'il y avait rien, tu sais. Mm-hmm. Fait qu'à ce niveau-là, c'est bien. C'est sûr que je voyais pas ça comme ça quand j'étais sur le bord de mourir, là. Je me disais, je vois pas personne, je vais mourir tout seul à l'hôpital. Oui. Fait que c'était ça, là, c'était plus ça, là, tu sais, même s'il y avait le téléphone, puis j'avais beaucoup de difficultés à parler au téléphone, puis j'avais pas, tu sais, j'étais pas dans ma force, là, j'étais pas vraiment fort quand j'étais à l'hôpital, j'étais vraiment malade, là, fait que c'était plus là, j'écoutais la radio. Puis avoir su avant, j'aurais écouté des podcasts de Connaissez-vous, mais je connaissais pas ça dans ce temps-là. Ben non! Je sache avant de tomber malade. Mais là, je suis bien content quand même de pouvoir les écouter là. Fait que, ben oui, tu me disais ça, je me souviens plus si tu l'as dit au début, là, désolé si on se répète, mais tu disais que t'écoutes les podcasts en t'entraînant, tu fais... Oui. Ben, moi, comme je te disais, j'étais un gros écouteur, moi, des podcasts, j'en écoute, là, tu sais, Mike Ward, Jerry Alain, Sam Breton. Puis le type de podcast que j'aime, c'est beaucoup, j'aime aussi les Radio-Canada avec des informations. J'aime beaucoup de nouvelles, là, mais j'aime beaucoup quand c'est des entrevues.
Puis des entrevues, ben, tu sais, c'est pas comme faire une entrevue là, à la radio là, qui dure 5 minutes, que tu fais juste effleurer quelqu'un. Là, c'est des podcasts que tu peux avoir une bonne idée de ce que les gens vivent ou ont vécu. C'est des entrevues un peu plus de fond. C'est ça, en profondeur, c'est ça. Fait que ça, c'est le type d'entrevue que j'aime, le type de podcast que j'aime. Fait que quand j'ai su par quelqu'un que hey, ça existe, j'ai participé, j'ai fait comme wow. Parce que moi, cette idée-là, je l'avais déjà. Tu sais, dans ma tête, je me disais, ça serait bon de faire un podcast pour les handicapés visuels. Il y a plein de choses à dire, tu sais. Puis là, je savais pas qu'il y avait un gars qui s'appelait Martin Chouinard, que lui, ça faisait 4 ans qu'il faisait ce truc-là, tu sais. Puis c'est ça. J'étais vraiment content que. En 2016, ben parce que ça a commencé en 2017, mais finalement, forcément, j'y pensé un peu avant. Tu as pensé, puis tu l'as préparé, ouais. Oui, c'est ça. Puis je me disais, mon Dieu, que ça serait le fun qu'il y ait un podcast sur les non-voyants. Oui. Puis je pense que j'en avais parlé dans mon entrevue à l'émission 42, mais je me suis un peu inspiré de Mike Ward, justement. Hein, oui, c'est ça que tu disais. Tu sais, c'est sûr que non, c'est ça, mais c'est vraiment ça. Puis c'est le type d'entrevue que j'aime là. Tu sais, que tu vas jaser avec les gens, mais que tu vas apprendre des trucs. Tu sais, puis tu sais, veux pas, ben tu sais, le milieu des handicapés m'intéresse parce que je le vis. Tu sais, fait que je me reconnais dans plein de monde. Là, tu sais, dans plein de monde. Tu sais, le milieu, c'est sûr que c'est pas l'handicap visuel, c'est tout différent pour chacun. Tu sais, il y en a que c'est la naissance, il y en a que c'est des maladies, il y en a que des accidents, il y en a que c'est les deux. Mais tu sais, à quelque part, on se rejoint dans nos activités, dans notre quotidien, tu sais, des trucs. Il y a beaucoup de trucs que j'apprends au fil des écoutes des podcasts. Que ça peut être intéressant. Tel truc, tel site internet, tu sais, comme j'ai appris qu'il y avait le site Le Mousquetaire avec canne blanche. J'ai appris qu'il y avait des jeux en ligne sonores qui existaient. Les gens nous parlent de différents trucs qu'ils ont fait aussi. C'est inspirant, mais c'est informatif aussi en même temps, tu sais. Fait que je trouve ça puis c'est divertissant aussi, tu sais. Moi je pense pas que les gens vont apprendre beaucoup de choses de moi, mais ça peut être plus moi mon podcast va être plus divertissant, tu sais, je veux dire, les gens vont... Chaque personne pense ça, hein. Ça fait que non, mais tu sais, je veux dire, j'ai pas vraiment de trucs à parler. C'est pas ton podcast que tu vas écouter puis que tu vas apprendre des choses sur toi, non, c'est ça. Mais les autres les autres vont apprendre des choses sur moi. Ça, je trouve ça intéressant. Comme moi je le fais, tu sais, c'est pour ça que j'ai décidé de participer. Je me suis dit, comme quand tu m'as demandé pour participer, qu'on s'est parlé, ben je te disais, j'ai-tu quelque chose de vraiment tant que ça à dire, mais tu sais, je veux dire, chacun a son histoire, puis c'est quand même intéressant de savoir là ce que les autres ont vécu, tu sais. Mais ça, c'est ça. J'ai été content je suis content de faire ton podcast pour moi, à mon tour, remettre un peu ce que les autres m'ont apporté. Tu sais, les autres m'ont apporté des belles choses, avoir mis ta contribution de partager, c'est ça, dans le projet, comme chaque personne qui ont accepté. Ben oui, c'est ça. Chaque personne a accepté, ben ils ont fait c'est comme un don de soi, de dire je m'ouvre à vous. Tu sais, c'est une belle ouverture. Fait que ça, c'était vraiment intéressant là à ce niveau-là. Et comme je te dis, Et je te confirme que ce sera pas l'entrevue la plus courte, hein? J'imagine. Désolé. Non, c'est pas à l'heure. C'est vraiment pas grave. J'ai pas regardé l'heure, là, mais c'est pas dans les plus courtes. C'est sûr. Ça dépend qu'est-ce qu'on a à dire. Moi, c'est parce que j'ai vécu différentes choses, là, mais... Puis les courtes, les interviews plus courtes sont aussi intéressantes que oui, mais c'est pas la plus courte. Ce sera pas la plus courte. On n'est pas deux personnes qui aiment jaser, je pense, hein? Non, c'est ça qui arrive, hein? C'est ça le problème. Mais si tu veux, si c'est trop court, je ferai une deuxième partie maintenant. Non, mais c'est ça le fun aussi, tu sais, comme quand j'ai appris sur ton podcast à toi, ben, t'as ton amie Katia, avec qui tu fais le podcast, qui est une de tes collaboratrices. Katia Darèche. Puis je trouve ça beau là, d'écouter là, votre complicité quand vous étiez jeune à l'école. Tu sais, moi, c'est pas quelque chose que j'ai vécu, là, le Jacques Ouellette, tu sais. Fait que, tu sais, les gens aussi peuvent comprendre, tu sais, que surtout quelqu'un qui a, mettons, perdu la vue plus tard, ben, il peut comprendre ce que les gens ont vécu, comment ça a été pour eux, tu sais, d'apprendre la braille, tu sais, de différents trucs. Mais on n'est pas tous confrontés aux mêmes choses, là, tu sais. Au-delà du handicap visuel de Jacques Ouellette et tout, je tiens quand même à spécifier que c'est ça, c'est que Katia et moi, on s'est connus en 1983, là, quand on avait 7-8 ans. Ouais, c'est ça. Puis qu'on est toujours amis, qu'on s'est jamais perdu de vue, là. C'est beau. Ça, c'est beau de voir cette amitié-là, tu sais. Je veux dire, c'est le fun. Ça s'entend, là, tu sais. Ça s'entend comment est-ce que vous êtes proches. Puis tous tes collaborateurs aussi, j'ai écouté des podcasts des gens, là, que je connaissais déjà aussi, là, dans tes podcasts. Puis je trouve ça très inspirant. Il y avait celle-là avec Stéphane Lavoie. Stéphane Pilon. Pilon, excuse-moi, Stéphane Pilon. Ça m'a vraiment, vraiment touché.
je veux dire, là, des fois, tu vas comparer ce que toi, tu as vécu versus ce que les autres ont vécu. On n'a pas tout le même chemin, mais ça nous définit. Mais de voir ça, quelqu'un comme ça qui a une telle résilience, c'est beau, là, tu sais. Fait que c'est vraiment émouvant aussi d'écouter les autres, là. Fait que c'est vraiment mon coup de cœur, là. Ton podcast, c'est vraiment mon coup de cœur 2021-2022. Ben, ce qui est merveilleux là-dedans, c'est que ça va sûrement donner le goût peut-être aux gens autres, ouais. d'aller peut-être écouter maintenant les émissions de ceux qui connaissent pas. Ben oui. Hein, parce que là, toi, il t'en reste quand même beaucoup à écouter. C'est ça, là. Il en reste une coupe à venir, puis il t'en reste... J'ai peur qu'il y ait une fin, là. J'espère qu'il va continuer longtemps. J'espère qu'il va continuer tant que tu vas être capable, là. Mais, non, écoute, c'est sûr que... Puis moi, j'encourage les gens, tu sais, parce que ça fait boule de neige. Moi, il y a des gens à qui j'ai parlé de ton podcast. J'ai dit, tu connais ça? Puis, ben non, je connais pas. Fait que là, j'ai dit, moi, il y a d'autres gens inspirants que je connais, tu sais, dans mon milieu, qui sont handicapés visuels, mais je leur dis, hey, ça existe, va écouter ça, tu sais. Puis ça peut être des futurs gens qui vont, ça va leur donner le goût de partager leur vécu, tu sais. Mais c'est ça qui est incroyable aussi, c'est que ça fait comme une chaîne incroyable, là, de gens, là, qui sont à différents lieux, tu sais, il y a des gens un peu partout aussi au Québec, là. Il y a de plus en plus de gens qui connaissent, mais il y en a encore qui connaissent pas. Puis ça va faire continuer de découvrir le projet. Fait que je pense que tu vas avoir encore d'ouvrages pendant que tu vas, si tu désires, là. En tout cas, on va conclure là-dessus, nous, Dominique, puis on va réfléchir à tout ça. Hein. Ouais, on va penser à ça. Là. J'ai souvent dit que tant que les gens, si les gens connaissent plus et qu'ils se manifestent plus et que moi j'ai moins de recherches à faire, ça va être plus encourageant aussi de continuer. Ben oui. Puis comme je te dis, moi je vais travailler là-dessus là, pour trouver des gens. Ben parfait. Je vais t'aider là-dessus. Super. En tout cas, un gros merci Dominique d'avoir participé. Je pense qu'on aurait pu continuer à jaser longtemps, mais comme tu dis, hein, il y aura une prise 2 à un moment donné. Peut-être. Un gros merci. On va se faire d'autres histoires, là. On va s'emmagasiner d'autres histoires, puis on va les partager, là. C'est en plein ça. Parfait. Ouais. Puis en tout cas, un gros merci à toi aussi pour ton podcast, puis à ton équipe qui est en arrière de toi, là. Tous tes gens là, qui sont tous des gens de cœur comme toi. Là, merci beaucoup là, de nous faire vivre ça, là, ce beau podcast. Là. C'est un plaisir. Ben parfait. Plaisir partagé. C'était Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Collaborateur bénévole. Présentatrice, Katia Darèche. Recherchiste, Pierre Saint-Onge. Montage, Frédéric Gauthier. Mise en ligne, Stéphanie Carrasco. Musique, Stéphane Pilon. Pour toute question, commentaire ou si vous désirez écouter ou réécouter nos entrevues, visitez notre site web au www.martinchouinard.com. En terminant, il est important de prendre note que les opinions émises par les invités entendus dans ce balado leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. À bientôt!